Bonjour à tous, un nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité nationale et nous nous retrouvons ce jeudi pour évoquer une fois encore l'offensive diplomatique du Bénin ces derniers temps dans la sous-région. On pourrait dire deux mots au sujet de la Coupe du Monde aussi qui démarre ce jeudi, même à partir donc de 20 h de Cotonou. Je suis avec Anissé Carlos Oke avec qui on va faire le tour de cette actualité-là. Anissé, bonjour. Bonjour Tanguy. On va donc explorer deux actualités. On va surtout s'attarder sur les déplacements de Romuald Wadaye ces derniers temps, notamment dans la sous-région. On va analyser tout cela à l'aune à la fois de la diplomatie, de la politique intérieure, mais aussi par rapport au volet économique et social, puisque nous appartenons justement à des grands ensembles qui optent pour l'équilibre économico-social dans la sous-région. Alors, les Béninois, le Béninois, pardon, Romuald Ouattara était au Sénégal dernièrement, au Mali, puis en Guinée-Bissau tout dernièrement. Donc, on ne va pas dire, mettons, que tout ça c'est de la droite ligne, je dois dire du bon voisinage. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans des pays un peu plus éloignés des frontières nationales du Bénin? Commençons déjà par le Alors, Sénégal. oui, enfin, on dira que il y a certainement quelque chose derrière, Oui, parce que apparemment, il est allé au-delà du voisinage. Il est allé au Sénégal, oui, il est allé en Guinée-Bissau. En fait, quand on analyse, on voit bien que les pays oui. que Romuald Wadagne a parcouru en 8 jours sont pour l'essentiel membres de l'UEMOA. De lui et moi, Et donc, certainement que ces déplacements sont quelque chose à principalement voir. liés à l'appartenance de ces pays-là à l'UEMOA. Oui. Et donc, certainement, dans la dynamique d'une amélioration des rapports entre les États membres de l'UEMOA et peut-être même des réformes qui pourraient aboutir peut-être au changement de monnaie ou en tout cas à des décisions importantes. Oui, on sait qu'au-delà de l'UEMOA, les pays là, appartiennent aussi à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. L'histoire ne dit pas fondamentalement qu'ils ont amené, en tout cas, qu'il est amené à allier mettons, les positions au sein de ces organisations-là. On peut commencer déjà par évoquer les raisons qui peuvent rapprocher les deux États, notamment le Sénégal et le Bénin. Oui, enfin, je ne vois pas d'autre raison que l'appartenance à lui et moi. Déjà, il est allé du côté du Nigeria. Oui, Et là, on voit bien qu'il y avait derrière quelque chose qui rapprochait de la CEDEAO. oui, Mais tous les autres États ont en commun l'usage du franc CFA. oui. Et donc, lorsqu'on considère que Romuald Wadagni est un financier, que c'est un ministre des Finances qui a été considéré parmi les meilleurs au cours des dernières Du années, continent. et que certainement, il a de la suite dans les idées, il a certainement des projets derrière la tête. Il se dit sans aucun doute qu'il a un rôle à jouer pour que le Bénin n'apparaisse pas comme un îlot de paix, de prospérité au milieu d'une sous-région tourmentée parce que ça ne tiendra pas longtemps. Oui. Donc il faut essayer de créer une dynamique sous-régionale pour que ensemble tout ça puisse se faire. Les positions de Dakar et de Cotonou sur la question de la monnaie ne sont pas vraiment, je dois dire, les plus alignées. On a vu, en tout cas avant l'arrivée du duo Diomaye Faye et Sonko au pouvoir, une prise de position radicale pour changer, je dois dire, cette monnaie-là, le franc CFA. Pendant ce temps, Cotonou est resté très discret et n'a pas affiché une position. Et là-dessus, ça peut, mettons, peser dans la balance des discussions. Oui, c'est-à-dire que Cotonou n'a pas affiché une position tranchée, Oui, mais on voyait quand même en filigrane la politique que développait le Bénin, parce qu'on se rappelle bien que au moment où il y avait le Covid, les États avaient été approchés par les bailleurs pour dire bon, on efface la dette et puis oui. on fait. Et puis le Bénin a été le seul pays qui a dit non, nous avons une autre vision des choses. On n'efface pas la dette. On fait peut-être un rééchelonnement et puis nous essayons d'avoir les fonds dont nous avons besoin pour nous relever. Et ça, c'était déjà une position particulière qui montrait bien qu'il y avait derrière la façon dont le Bénin gérait les finances, il y avait tout un programme. Oui. Et je pense que c'est ce programme qui prévaut encore aujourd'hui quand Romuald Wadagni prend les rênes du pouvoir et qu'il essaye certainement de trouver le moyen de faire de l'UEMOA un outil encore plus performant dans lequel le Bénin, certes, continue d'être le leader parce qu'aujourd'hui, en termes
de croissance dans l'UEMOA, c'est le Bénin qui tient le lead. Mais il y a aussi des pays comme ceux de l'AES. Par exemple, le Niger est deuxième, n'est-ce pas? Oui. Il y a ces pays-là aussi qui ont en partage avec nous l'usage du franc CFA. Et si, au-delà des questions de frontières, il n'y a pas une grande fluidité entre les échanges, il n'y a pas une harmonie dans la gestion de l'espace UEMOA et surtout dans la gestion de la monnaie commune, on peut en arriver à avoir des difficultés. Les pays de l'AES sont en train, à mon sens, de travailler à créer leur monnaie. Et si ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, c'est parce que certainement, eux aussi, ils apprécient les difficultés auxquelles ils sont confrontés, parce que ça ne se fait pas automatiquement. Donc, aujourd'hui, le Sénégal, qui était un peu rapproché idéologiquement avec son co de cette vision de l'AES, ouais, a également commencé par réviser un peu. Donc, il faut que tous ceux-là se parlent, et pour qu'ils se parlent, il faut un médiateur. Et je pense que Romuald Wadagni est dans ce rôle. Est-ce qu'il ne va pas très vite en besoin là, quand on sait que l'AES a commencé à ramollir un peu, je dois dire, la position et à ralentir les pas, que le Sénégal aussi, qui avait une position très tranchée par rapport à l'affaire là, a commencé à aussi traîner un peu les pas. La question du lead ou du leadership sur cette affaire ne posera-t-il pas problème, cette question-là, au Sénégal, qui aurait bien voulu porter je dois dire, la démarche? Oui, le Sénégal aurait certainement voulu porter la démarche, mais à mon sens, le Sénégal est confronté à des problèmes plus compliqués que ça aujourd'hui. Il y a une politique interne qui n'est pas facile à gérer. Donc oui, que Romuald Wadagni, dès son arrivée, pendant qu'il a encore le coup de franche et qu'il fait l'unanimité, se jette dans la bagarre pour essayer d'harmoniser les points de vue, de discuter avec les uns et les autres, et de rapprocher les partenaires d'hier, qui sont les pays de l'AES, qui ne veulent plus du tout entendre parler de la métropole, qu'il essaye de concilier les positions et que les gens se parlent, n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que même si on veut sortir de la zone CFA, il faut pouvoir se parler. Tout à fait. Il faut pouvoir sauver l'essentiel. L'essentiel, c'est les échanges que les citoyens ont à travers les frontières que la colonisation nous a imposées, mais que les citoyens n'arrivent toujours pas à comprendre. Bon, mais si, en sortant du Niger, on rentre déjà dans une autre zone monétaire, ça ne sera pas facile. Ouais. Ça ne sera pas facile. Et je pense qu'en se parlant, les hommes peuvent arriver à trouver les solutions idoines pour que, au milieu de toute cette tourmente que nous avons aujourd'hui, on puisse sauver l'essentiel, à savoir la libre-échange des personnes et des biens. Alors, est-ce que Romuald Wadagni peut-il vraiment réussir sur cette mission-là? Le Grand Nigeria avait donné le ton et a marqué parfois même son exaspération à des moments donnés que l'on traîne sur l'avènement de cette monnaie éco. La Côte d'Ivoire a sa position, on la connaît. Le Sénégal qui a des problèmes qui lui rend la vie difficile. Le Niger et l'AES qui aussi ont été au contact de la réalité de création d'une monnaie. Le petit Bénin peut-il vraiment porter véritablement, a-t-il vraiment des chances de porter cette vision-là? On dira que s'il y a un pays qui a des chances de porter cette vision-là, c'est encore le Bénin. Pourquoi? Ah bon? Pourquoi? Parce que si Patrice Talon avait une personnalité clivante et que d'aucuns le trouvaient un peu trop rigoriste, il y a quand même que nous avons changé de président et que celui que nous avons aujourd'hui a encore du moins toutes les faveurs. Il est en état de grâce. Et ça, justement, ça peut profiter on va dire, à une petite réforme qui peut aboutir à une amélioration, à une performance de l'UEMOA. Parce qu'au-delà de la CEDEAO qui compte 15 pays, il faut quand même considérer que l'UEMOA est un ensemble très homogène aujourd'hui, qui fonctionne très bien et qui peut, en attendant qu'on s'étende à l'écho de la CEDEAO, trouver le moyen de bien faire fonctionner le mécanisme du franc CFA à la satisfaction de toutes les parties. Comment va l'UEMOA dans le fond, en fait? Et le franc CFA même aujourd'hui? En tout cas, dans la sous-région, le CFA se porte merveilleusement bien. Il n'y a pas une autre monnaie qui se porte mieux que le CFA. Même si nous considérons au passage qu'il y a des réformes à faire pour que nos pays profitent davantage des termes de l'échange. Donc, oui, le CFA se porte très bien. Et je pense que la politique française elle-même s'adapte aujourd'hui
à la réalité qui est que les pays sous tutelle, comme on était hier, veulent une indépendance totale sur le plan monétaire. Donc, je pense que la discussion est ouverte et que les Français ne sont pas fermés à cette discussion. Si les hommes se parlent, on peut toujours trouver un terrain d'entente. Oui, mais la question de la maîtrise de l'inflation, c'est vrai qu'on a dit que le taux, il est bien contrôlé. Ce n'est pas ce que disent les marchés et les produits. Ah oui, surtout quand on va dans nos marchés aujourd'hui, la réalité qu'on vit est tout autre que la réalité qu'il y a sur le terrain. On prévoit un taux de 6,4% en général dans l'UMOA. Le Bénin prévoit un taux de plus de 7%, et un taux d'inflation maîtrisé à 1 ou 2% maximum. Mais quand vous allez dans nos marchés aujourd'hui, c'est l'inflation. Et cette inflation est galopante, les produits coûtent excessivement cher et je doute que nous soyons toujours dans la fourchette de 1 à 2%. Pourquoi en est-il ainsi? Et je crois que c'est une question que les pouvoirs publics doivent se poser et surtout les institutions qui, au sein de la République, sont chargées de veiller à ce que les prix soient pratiqués de façon orthodoxe. Parce que le phénomène qu'on observe souvent, c'est quoi? C'est que quand on change de pouvoir, quand il y a alternance, il y a toujours un moment de flottement. Pendant plusieurs mois, les structures chargées de contrôler ceci ou cela n'arrivent même plus à... Parce qu'il y a un renouvellement d'équipe. Et l'État, en fait, la machine de l'État est paralysée pendant un bon moment. Les commerçants véreux le savent et ils savent profiter de ce moment-là pour faire flamber les prix. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la hausse du prix du carburant qui a un effet... Aussi, mais on va dire les quelques dizaines de francs qu'on a ajoutés ne peuvent pas justifier ce que nous avons aujourd'hui comme inflation sur nos marchés. Donc, il faut, à partir du moment où nous sommes dans une certaine continuité et qu'il n'y a pas eu de blocage de l'appareil de l'État, il n'y a pas eu de blocage des institutions de contrôle de prix, il faut parer au plus pressé pour que la pression diminue un peu, parce que sinon, toutes les mesures sociales qui ont été énumérées vont se diluer complètement dans mais les démarches extérieures de Romuald Wada devraient avoir des implications et des effets sur justement le niveau d'inflation à l'intérieur. Non, pas vraiment. Disons que ça, il y a des causes que nous connaissons bien et que nous pouvons nous-mêmes juguler. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe chez les autres. Ces causes alors? Ces causes, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord parce qu'on a changé d'homme à la tête de l'État et que par le passé, c'était une période au cours de laquelle on essayait de faire flamber les prix pour gagner beaucoup d'argent. Et puis ensuite, il y a que, bon, on a quand même ajouté un peu d'argent au prix du litre de carburant et surtout que les structures qui sont habilitées à faire respecter les prix sont un peu, on va dire, en retrait et observent tout ça. Et ça, c'est pas normal parce qu'il faut que, étant donné que nous sommes entrer dans une sorte de continuité, il faut que l'appareil d'État fonctionne normalement et que dans nos marchés, on fasse respecter les prix pour baisser en tout cas l'inflation au taux qu'on nous a annoncé. Après Dakar, Romuald Wada s'est rendu à Bamako. Là aussi, on ne peut pas jurer de la grande proximité géographique des deux pays, mais le lien qu'on peut voir et qui est évident, c'est quand même que le Mali est présenté comme le lead, je dois dire, des États de l'Alliance des pays de l'Alliance des États du Sahel. C'est la discussion avec le Sahel qui continue. Oui, on peut dire ça comme ça parce qu'il était parti au Niger et puis ensuite au Burkina Faso et il fallait boucler la boucle par le Mali. Je pense que c'est une affaire de calendrier qui n'avait pas pu faire les trois pays ensemble le même jour. Donc il fallait effectivement qu'il y ait une discussion avec le Mali et on ne peut pas échapper au cours de cette discussion-là à la question justement de la cohabitation avec l'AES et des mécanismes qu'on peut mettre en place pour que entre l'AES et les autres États, on puisse se parler parce que, comme je vous le disais, ça sera un drame si malgré tout, en sortant d'un pays comme le Mali, on entre tout de suite dans un espace monétaire différent et qu'on est obligé de payer des taxes, qu'on est obligé de faire des conversions de monnaie, qu'on est obligé de réévaluer complètement les prévisions qu'on avait faites. Donc, ça ne sera pas facile pour les citoyens. Et je pense que, étant donné que le but de la gouvernance, c'est de faciliter justement la vie aux citoyens, les dirigeants trouveront les mécanismes pour qu'on n'en arrive pas
à créer plusieurs espaces monétaires de l'UEMOA. Si le Bénin a commencé à trouver des solutions avec ses voisins, le Niger et le Burkina, on peut se dire, bon, il devrait pouvoir s'en laver les mains. Au lieu d'aller jusqu'au Mali, continuer à parler d'AES. Ah, oui, on peut le dire comme ça. Mais je pense qu'il est important que la démarche qui est faite aujourd'hui aille jusqu'au bout pour que au moins la question puisse commencer à être discutée sérieusement quelque part. Parce que, comme je vous l'ai dit, la CEDEAO, c'est 15 États. Ouais. Mais ici, c'est 8. Et les 8 ont l'avantage d'avoir la même monnaie. Si sur les 8, on s'entend sur une stratégie, je pense que ça marchera très rapidement et qu'au sein de la CEDEAO, si on doit aller à l'écho, on le fera assez rapidement. Bon, mais pour l'instant, nous sommes dans un espace, il faut que cet espace fonctionne bien parce que sinon, même si le Bénin avance sur la lancée que tout le monde salue aujourd'hui, il arrivera un moment où nous allons nous retrouver en difficulté parce que nous ne pouvons pas prospérer au milieu d'un environnement véritablement difficile. Les pays de l'AES sont déterminés, en tout cas c'est ce qu'ils disent sur la place publique, déterminés à finir avec le franc CFA. Ils ont lancé leur projet de création de leur monnaie unique. De l'autre côté, on a un projet de création de monnaie, l'ECO, qui peine, qui tâtonne. On a eu des échéances jusqu'à 2020, jusqu'à 2027 ou 2026, etc. Et ça ne l'est toujours pas. On est pris entre deux feux. Et comment est-ce que la poire va se couper en deux? Difficile de le dire. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui nous montre que chacun veut en tout cas essayer avant de constater que bon, qu'on a échoué. Parce que hier, des personnes qui ne se parlaient pas se parlent aujourd'hui. Et je considère que si cet effort se poursuit, il n'y a aucune raison pour que la dynamique n'amène à avancer sérieusement sur le terrain de l'intégration économique. Les pays de l'AES vont renoncer à leur projet peut-être? Non. Ils ne renonceront pas, ça c'est clair. Les autres pays vont adhérer à leur projet à eux? Pas forcément non plus, mais... On est vraiment devant l'impasse, hein? Oui, enfin, c'est pas l'impasse. Oui. C'est pas l'impasse parce que, bon, ils ont leur projet, la CEDEAO a également son projet, oui. On finit toujours par s'entendre quand on se parle. C'est ça qui est essentiel. Il faut qu'on se parle et que, à la fin, chacun sache ce qu'il gagne et ce qu'il perd. Et il n'y a aucune raison pour que les États de l'AES, dont le poids économique n'est pas négligeable, soit l'objet de toutes les convoitises et qu'on les courtise même pour qu'ils continuent de rester dans cet espace. Parce qu'aujourd'hui, avec les ressources naturelles du Niger, du Burkina Faso et du Mali, ces trois pays-là représentent un potentiel économique très important. Et ces pays-là aussi ont besoin d'avoir des entrées, des ouvertures aussi dans l'espace CEDEAO et UEMOA pour mieux se porter. Le Niger a aujourd'hui un fort potentiel économique, mais ce potentiel n'est pas, on va dire, épanouissant parce qu'il y a encore quelques conditions pour que véritablement les échanges économiques puissent prospérer. Après, il est allé en Guinée-Bissau. Là-bas, on voit déjà la CEDEAO et la question revient toujours. Hein. Peut-être la négociation pour le retour de ces pays au sein de la CEDEAO ou peut-être continuer avec une politique où coexistent deux ensembles qui ne se combattent pas et peut-être qui collaborent. Oui, oui, je pense que c'est le moins qu'on puisse espérer, hein, qu'il y ait des États du Sahel et avec à côté une CEDEAO qui a les mêmes textes et qui crée une certaine harmonie dans les échanges. Ça serait mieux pour tout le monde parce que, comme je le dis encore une fois, il s'agit de l'améliorer les conditions de vie des citoyens de l'espace. Et nous avons déjà fait des pas de géant en matière d'intégration économique régionale. Il ne faudrait pas qu'on revienne complètement en arrière parce que certains États décident de se mettre à l'écart de la CEDEAO et que ça crée une rupture définitive. Oui. Il n'y a pas de raison que l'AES bien organisée ne puisse pas coexister avec une CEDEAO bien organisée. Oui, mais on peut comprendre qu'il aille à Dakar parce que Dakar avait essayé de porter le lead et ça a commencé à flotter.
Qu'il aille au Mali, ça peut se comprendre parce qu'ils sont sur la position de départ. Mais qu'il aille en Guinée-Bissau, où on n'a pas de problème en tant que tel à appartenir à la CEDEAO ou autre, on ne voit pas l'intérêt. En tout cas, l'enjeu majeur pour aller discuter avec le leader militaire qui est au pouvoir. Non, mais il s'agit de parler avec tout le monde, que tout le monde sache au moins ce dont il s'agit. Ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on envisage, si on veut aller vers un projet, comment on y va, quels sont les délais qu'on se donne. Il faut parler avec tout le monde pour que tout le monde soit au même niveau d'information et que tout le monde valide le projet s'il existe. Bon, nous sommes en train de spéculer, nous ne savons rien de tout ça, Absolument. mais il est clair qu'on d'analyse. ne peut pas faire une tournée pour aller dans tous les pays de l'UEMOA s'il n'y a pas un lien commun et que ce lien commun soit important. Or, le lien commun, c'est le franc CFA. Ouais. Par conséquent, c'est certainement en rapport avec le franc CFA que la tournée se fait. Et par conséquent aussi, il faut que chaque État soit complètement sensibilisé pour adhérer à un projet si ce projet existe. Et quand on parle de franc CFA, il y a un acteur majeur qu'on ne peut pas ignorer. Vous le devinez certainement, la France. Et je n'ai pas l'impression, en tout cas, qu'elle va voir de bon oeil. Je dois dire, ces discussions qui se mènent, peut-être qu'il y a eu des conciliabules et des ententes derrière le rideau, mais on sait à combien la France tient justement à cet équilibre du franc CFA, notamment dans la sous-région pour la stabilité économique, mais aussi pour le contrôle géopolitique de la région. Est-ce qu'on ne marche pas un peu sur les œufs là? Parce qu'il y a une France qui a quand même ses valeurs aussi, au-delà de la question de l'économie, ses valeurs, démocratie, liberté, etc., qui n'est pas forcément la chose la mieux partagée. Hein? Guinée-Bissau, coup d'État, Mali et compagnie, coup d'État, etc. Donc, on est vraiment sur les œufs là, c'est sur les œufs qu'on est en train de marcher. Oui, mais je crois qu'il y a des états de fait avec lesquels la France elle-même est désormais obligée de compter. Ah oui? Parce que rétablir la démocratie au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ça ne peut plus être le combat de la France, ça Oui, mais m'étonnerait. le ton n'a pas changé depuis que les événements ont commencé. Pourquoi hein? voulez-vous qu'ils changent de ton? Vous dites qu'ils ont des valeurs. Oui. Mais ils n'ont pas non plus à imposer absolument à des États souverains leur politique. Donc c'est un idéal qu'ils prônent, mais leur idéal n'est pas forcément l'idéal que choisissent les États. Par conséquent, ils sont obligés de compter avec cet état de fait. Et aussi de travailler de façon à ce que, même si ces faits-là ne peuvent pas être changés, qu'on puisse continuer d'avancer. Et ce n'est pas parce que les États du Sahel ont renvoyé la France qu'on a définitivement cessé d'utiliser le franc CFA. Donc, à partir du moment où on utilise le franc CFA, on doit continuer de se parler. Et si les États entre eux ne peuvent pas se parler directement parce qu'il y a des problèmes et qu'il y a un médiateur qui le fait, c'est tant mieux. Je pense que la France même ne verrait pas du tout en définitive d'un mauvais œil que quelqu'un soit en mesure de... Et je pense même que quelque part derrière, la France a dû marquer un accord pour qu'on ait des avancées carrément du point de vue des réformes au sein de l'UEMOA. On est en train de changer d'acteur alors parce que dernièrement et dans la sous-région, l'acteur qui mène en tout cas la politique française au sujet de la monnaie, c'est la Côte d'Ivoire. Et là, c'est le Bénin qui, ma foi, prend les devants, un peu comme pour mettre la Côte d'Ivoire en retrait. Non, mais la Côte d'Ivoire n'est pas en retrait du tout. Ah oui? Parce que le président béninois est allé en Côte d'Ivoire discuter avec son homologue, lequel lui a certainement refilé un certain nombre de tuyaux et qui a aussi certainement marqué son accord pour un certain nombre de choses. Et ce n'est pas parce qu'un président qui vient de prendre le pouvoir profite d'une prise de contact pour discuter de certaines questions sensibles avec ses homologues de la sous-région qu'il est automatiquement le leader de la sous-région. C'est pourquoi je préfère parler de médiateur. Et donc, ça n'enlève rien à l'importance que la Côte d'Ivoire a toujours eue au sein de l'espace UEMOA. Donc oui, la Côte d'Ivoire fait peut-être beaucoup de choses qui ne sont pas médiatisées. Et quel sera le destin alors du franc CFA dans ce contexte-là, à votre avis? On ne saurait le dire. En tout cas, je pense que ça fait un moment que tout le monde essaye de s'accorder sur la nécessité de changer un peu les choses. Et je pense que même si on ne change pas radicalement pour aller vers l'éco, comme certains le souhaitent, je pense que les termes de l'échange, les termes de péréquation vont changer un peu, peut-être,
en faveur des États qui utilisent le franc CFA parce que d'aucuns considèrent que quand on met les avantages dans la balance, la France qui émet les billets prend un peu trop de pourcentage au passage et que si on pouvait réduire tout ça pour que nous en ayons un peu plus, ce serait tant mieux. Donc, dans tous les cas, puisqu'on se parle, je pense qu'on trouvera... parce que chaque pays a ses prétentions, chaque pays a ses exigences. Quand on mettra tout ça ensemble... Un peu comme le Nigeria, qui ne voit pas de bon oeil que, je dois dire, dans les instances qui décident de l'avenir de France CFA ou de la monnaie qui va venir, qu'on prévoit une place, par exemple, pour la France. Ah oui, mais ça fait partie des discussions. Et c'est une question de rapport de force aussi. S'ils ne sont pas capables, nous autres, de nous, on va dire, de nous affranchir complètement de la France et de battre monnaie avec toutes les exigences et les obligations que ça comporte, ben, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et je pense que jusqu'à présent, on a essayé, parce qu'il faut déjà qu'au niveau des agrégats économiques, il y ait un travail qui soit préalablement fait dans chaque pays. Oui. Il n'est pas évident que ce travail se fasse. Et à partir du moment où on n'a pas harmonisé tout ça, on ne peut pas, du coup, on va dire, couper oui, mais certains économistes disent si on doit attendre justement qu'on harmonise tout cela au niveau de tous les États, on ne va jamais y arriver. Et la preuve, l'euro, qui est quand même une référence à la matière, tous les États au sein de cette organisation, au sein de cette union, n'ont pas le même niveau de développement, n'ont pas le même niveau de production, n'ont pas le même niveau d'industrialisation, etc. Et d'ailleurs, il y en a qui tirent justement, je dois dire, la locomotive par le bas avec des dettes et autres qui plombent l'évolution de cette monnaie-là. C'est une question à la fois économique et politique. Si sur le plan économique, on peut faire de belles démonstrations, ce n'est pas aussi évident sur le plan politique parce qu'il y a des accords qui sont connus, des accords qui ne sont pas connus, il y a des non-dits, des tas de non-dits dans cette affaire-là. Et je pense que la France est la première aujourd'hui qui est consciente de ce que les États de l'UEMOA veulent s'affranchir. Et je pense que la France est aussi la première à comprendre que ça ne sert à rien de vouloir continuer à maintenir ces États sous une sorte de tutelle. Par conséquent, je dis, le processus qui a commencé aura certainement des résultats. Quel intérêt a-t-on à avoir vraiment une monnaie qu'on partage à la hauteur de 15 pays, par exemple, de la CEDEAO? Déjà, la libre-échange des personnes et des biens. Quand vous arrivez dans un État et que vous n'êtes pas obligé de faire de la conversion, c'est déjà important. Oui. Regardez le géant voisin du Nigeria. Nous avons plus de difficultés parfois à faire des transactions de ce côté-là que, par exemple, avec le Togo, le Niger ou le Burkina, parce que quand on franchit la frontière, on a l'impression qu'on est toujours chez soi. Parce qu'on a toujours la même monnaie, on a toujours les mêmes thèmes de l'échange. Mais par contre, lorsque vous changez de zone, c'est plus compliqué. C'est pareil quand nous allons au Ghana, avec des taux qui fluctuent. Vous faites un voyage aujourd'hui, vous faites la monnaie à un taux donné, et puis à votre prochain passage la semaine suivante, le taux a déjà changé. Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, et à chaque fois, il y a des exigences par rapport au trafic douanier, par rapport au fret, par rapport au transit. Et ça varie, ça fluctue, et il y a une sorte de malaise là-dedans. Par contre, déjà, quand vous allez à la frontière, vous l'observez tout de suite. Vous arrivez à la frontière du Togo ou du Burkina Faso ou du Niger, quand vous êtes de l'espace UEMOA, vous passez un peu comme si ce n'était pas une frontière. C'est tout à fait libre. Oui. Par contre, pour ceux qui sont anglophones, c'est déjà plus compliqué. Vous voyez? Donc, si nous créons des zones à l'intérieur de l'UEMOA encore pour fractionner les 8 que nous sommes, ça va créer plus de complications encore dans les échanges. Il y a un pays qu'il n'a pas visité, je ne connais pas son agenda, hein, mais qui, ma foi, pouvait jouer aussi un grand rôle, le Ghana, notamment au sein de la CEDEAO, surtout quand on parle de monnaie aussi. On a vu un peu l'hyperactivisme du président ghanéen à l'époque de cette affaire d'éco, notamment en 2020. Et qu'est-ce qui fait que Robert Wada n'est pas encore allé là-bas? Pourtant, il est allé à Lomé, il a enjambé le Ghana pour aller en Côte d'Ivoire, puis
pour aller au Sénégal, etc. Pourtant, le Ghana est de la CEDEAO. On va considérer que c'est une question d'agenda. De toute façon, ils ne peuvent pas parcourir tous les pays à la fois. Bon, donc en 8 jours, 8 pays, c'est déjà important. Et je pense qu'il n'a pas fini forcément sa tournée. Peut-être que dans les jours à venir, il ira dans d'autres pays de la CEDEAO. Ghana, par exemple, peut-être la Sierra Leone, qui sait. Et quel rôle le Ghana peut jouer vraiment? Bon, le Ghana, au sein de la CEDEAO, n'est pas un petit État. Il y a des protocoles qui ont été signés là-bas, qui portent d'ailleurs le nom de cet État-là. Et je pense que le Ghana, avec l'expérience de sa monnaie, peut nous aider à arrimer l'écho plus facilement à d'autres monnaies et à faire des équilibres et tout ça. Parce que leur monnaie a connu toutes sortes de fortunes. Et comme d'ailleurs le Naira, toutes sortes de fortunes. Je pense que ces deux pays-là peuvent nous aider, nous, de l'espace francophone, à éviter les pièges qui obligent parfois les dirigeants à voir impuissant la monnaie se déprécier complètement. Donc oui, il faut aller au Ghana, surtout que l'économie ghanéenne était en déconfiture il y a quelque temps et que ça a recommencé à fleurir. Donc oui, le Ghana, c'est un pays qu'il faut visiter pour apprendre de ce qu'ils font comme réforme de ce côté-là. Quand on parle un peu de cette monnaie-là, on ne tient pas compte souvent de la perception populaire. C'est vrai qu'on l'a évoqué tout à l'heure, la génération a besoin de voir les choses un peu évoluer. Les dirigeants aussi sont à peu près dans cette dynamique-là, évidemment. C'est pourquoi on a évoqué la question de l'éco pour la création de cette monnaie unique. Aujourd'hui, quand on voit un peu comment l'actualité évolue avec la difficulté de la France dans la sous-région, etc., on pourra dire, sans se tromper, que les planètes s'alignent. Oui, mais on pourra dire aussi qu'il y a une petite révolution qui a commencé au Bénin. Okay. Et que cette révolution peut s'étendre à d'autres États de façon à ce qu'il y ait une similitude dans la perception que nous avons tous du développement. Parce que le Bénin aujourd'hui se présente comme, on va dire, comme un métronome. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mesures drastiques qui ont été prises, on a assaini les finances publiques, on a fait en sorte que la classe politique pèse moins sur les décisions de gestion de l'État, et c'est très important, même si, avant d'en arriver là, nous avons dû traverser quelques tempêtes, tempêtes liées au fait que les hommes politiques n'avaient pas tout à fait internalisé les objectifs de départ, et surtout n'avaient pas consenti à faire les sacrifices qu'on leur imposait. Je pense qu'avec le recul, si les hommes politiques devaient choisir un autre président, Patrice Talon ne serait jamais réélu. Parce qu'au moment où il l'élisait, il n'imaginait pas, quand il parlait de rupture, jusqu'où il mettait le curseur. Ça allait rompre. Il ne savait pas jusqu'où il mettait le curseur. Oui. Et les vrais problèmes qu'il y a eu dans les réformes sont justement des problèmes qui sont liés au fait que les hommes politiques n'ont pas su vite s'adapter à ces réformes-là, ont résisté autant qu'ils ont pu et ont continué d'utiliser les mêmes habitudes d'hier en pensant que le président allait finir par fléchir. Or, nous avions élu un président qui était totalement rigide et qui lui-même parlait d'entêtement parfois. Voilà, rigide et qui ne faisait aucune concession sur les principes. Ça a créé beaucoup de problèmes. Et si en 2026, on n'a pas eu de problème, ce n'est pas parce que les lois ont changé, ce n'est pas parce que les textes ont changé, les tests chrysogènes d'hier ont changé, mais c'est simplement parce que les hommes ont compris que la crise, c'était de leur fait et qu'il n'était pas utile de continuer de provoquer les crises. Moi, je pense que c'était une leçon pour toute la sous-région parce que jusqu'en 2016, le Bénin se comportait aussi de la même façon que certains pays de la sous-région, enfin la classe politique se comportait de la même façon que les autres pays de la sous-région. Ce qui a fait la différence ici, c'est le fait que Patrice Talon ait décidé de restaurer l'autorité de l'État qui était complètement par terre. Donc, la restauration de cette autorité a valu à la classe politique d'être confrontée à des mesures inhabituelles, à résister à ces mesures-là et à se brûler les ailes parce que Patrice Talon était résolu à aller jusqu'au bout. Donc, c'est ça qui a permis que nous puissions avancer un peu. Et quand on regarde dans
les perspectives du futur, cette classe politique doit jouer un rôle éminent. On a l'impression qu'elle est ostracisée, isolée, affaiblie, démembrée, etc. Et qu'elle ne sert pratiquement plus à rien que d'observateur. Bon, ben, il faut qu'elle se réadapte. En fait, c'est une question de réadaptation de la classe politique. La façon dont elle se comportait hier n'apportait pas de plus-value sur le plan du développement, même si on s'accordait à dire que sur le plan de la démocratie, ça bouillonnait. Et ça amusait beaucoup de gens de voir un pays comme le Bénin. Il y avait beaucoup de gens Oui, qui bavardaient tout le temps. Vous voyez? Donc, ce qui se passe, en faisant le parallèle, ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui n'est pas forcément bénéfique sur le plan du développement du pays. Et lorsque les dirigeants s'affrontent, qu'il y a une jeunesse surexcitée qui est prête à en découdre, qui est dans la rue, qui est passionnée, c'est pas ça qui fait avancer le pays. Les défis sont là, qui sont grands, et on dirait que les défis en question sont délaissés pour la bagarre politicienne, parce qu'on veut conquérir le pouvoir. C'est ce que nous faisions un peu aussi. Oui. Et aujourd'hui, il faut avouer que la posture dans laquelle la classe politique a été confinée n'est pas mauvaise, parce que ça permet à une élite d'émerger pour diriger le pays. Parce que, vous savez, pour dire les choses comme elles sont, c'est pas parce qu'on fait une bonne critique qu'on est capable de faire de bonnes actions. Oui, mais on est en train d'accuser aussi les acteurs politiques comme s'ils étaient vraiment le cancer de ce pays depuis 1990. Ah ben, on a eu des technocrates qui ont géré le pays aussi. Qui ont été des gens qui sont venus des banques, de la sous-région, qui sont venus des banques au-delà du continent et qui ont laissé ce que nous savons. Je vous ai dit, vous savez, à un moment, Mathieu Kérékou avait considéré qu'il fallait aller chercher des technocrates. Oui. Et c'est ce qu'il a fait. Il est allé prendre des gens à la Banque mondiale, il a pris des gens au FMI, il a pris des gens un peu partout. Tout ce qu'on peut avoir comme élite, il les a pris. Mais le virus de la politique a gangréné tout de suite cette équipe-là et qui n'a pas pu donner des résultats. Boni Yayi a fait pareil en 2006 quand il est arrivé. Il a mis une équipe de technocrates qui a été gangrénée tout de suite par la politique. Donc la politique en réalité avait un virus qui dévastait tout et qui empêchait véritablement de gérer les affaires du pays de la façon la plus saine qui soit. Parce que les hommes politiques surestimaient leur immunité, et cette immunité était véritable à l'époque, on ne pouvait pas les toucher, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Je vous ai dit, dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, il y a des gens qui ont eu le malheur de défier directement l'autorité du chef de l'État ou de l'État lui-même et qui se sont retrouvés en difficulté. Parce que quand vous regardez bien, vous verrez bien que il n'y a que ceux qui ont eu le toupet de défier directement l'autorité du chef qui se sont retrouvés véritablement en difficulté. Le premier qui a eu des difficultés avec la rupture, c'est à Diavon, Sébastien, qui a regardé la caméra et qui a dit au chef, ce que Yaïboui n'a pas pu faire, toi, non, tu ne peux pas. Ah, ça, vous savez, quand vous devez restaurer l'autorité de l'État, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, n'est-ce pas? Oui. Et toutes les personnes, regardez bien, hein, toutes les personnes qui ont été en difficulté véritablement sont des gens qui, à un moment ou à un autre, ont regardé la caméra droit et qui ont dit au chef, tu ne peux rien me faire. Vous ne pouvez pas m'arrêter, rien ne se passera. Il arrête tout le monde, moi, il ne peut pas m'arrêter. Mais je suis là, non, ils n'ont qu'à venir me prendre, vous voyez. Donc, tous ceux qui ont eu à dire des choses comme ça se sont retrouvés en difficulté parce qu'ils ont sous-estimé la détermination de celui qui était en face d'eux et ils ne savaient pas jusqu'où lui, il avait poussé le curseur. Même ceux qui étaient à l'étranger, dans des pays voisins et qui crachaient leur venin de là-bas, l'État s'est donné le moyen d'aller les chercher. Bon, bref, sur le plan de la démocratie, on peut discuter véritablement de questions de liberté par rapport à ces actions-là. Est-ce que l'État avait le droit? Est-ce qu'il n'avait pas le droit? Mais toujours est-il que l'État s'est donné le droit de le faire et d'obtenir les résultats qu'on voulait obtenir. Oui. Bon, maintenant, nous entrons dans une trêve, comme c'est dit, et c'est là où je voulais en venir. Si cette trêve n'est pas observée, les résultats qui sont attendus ne seront pas atteints. Comment? Parce que si nous retombons dans les travers d'hier,
où, au lieu de nous concentrer sur les questions essentielles, nous préoccupons davantage de nos positions individuelles, des avantages que nous pouvons avoir individuellement dans les négociations, et qu'on recommence l'activisme qui nous distrait, qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque, qui nous paralyse. Il est évident qu'on ne pourra pas avancer, parce que la croissance que nous avons aujourd'hui de 7%, qui est la meilleure dans la sous-région ouest-africaine, n'est pas forcément due au hasard ou au travail qui est fait au quotidien, mais aussi à la méthode qui a consisté à laisser le gouvernement faire son travail. Et quand on regarde l'équipe que nous avons aujourd'hui, bon, peut-être qu'on peut trouver à y redire, mais quand même, on peut estimer que c'est l'une des meilleures sélections nationales que nous pouvons avoir pour le moment. Oui, on peut le dire comme ça, hein, même si on attend d'avoir d'abord les résultats. Autrement dit, vous demandez à la classe politique d'aller vaquer à autre chose, de ne plus parler politique, c'est ça? Pas de ne plus parler politique, mais de ne plus pousser la passion jusqu'à considérer que quand le point de vue qu'on a ne passe pas ou n'est pas accepté, il faut aller le plus loin possible pour paralyser le pays. Ça, par contre, oui, ça c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et vous dites que le Bénin est, ma foi, un exemple aujourd'hui dans la sous-région. Est-ce que c'est ça qui fait que Cotonou peut se porter comme, désolé de le dire comme ça, un responsable de classe de la sous-région qui peut aller de table en table, discuter avec les amis, voir les positions, et ramollir, etc. et se présenter comme la fenêtre diplomatique de la sous-région? Non, ça me donnerait qu'il y ait de la prétention dans ce qui s'est fait là. Il n'y a aucune prétention. Il y a juste à prendre langue avec les voisins, Oui. à prendre langue avec ceux qui sont dans l'espace monétaire avec nous et à travailler de façon à ce que l'effort que nous fournissons au Bénin ne soit pas dilué dans les difficultés sous-régionales, oui, et que tous les pays puissent se parler et qu'on avance tous ensemble, que ce soit sur le plan sur le plan sécuritaire avec la menace terroriste, que ce soit sur le plan économique avec des gisements qui existent, des potentiels qui existent, mais qui ne sont pas exploités à bon escient, ou que ce soit dans d'autres dimensions. Il faut absolument que nous nous parlions parce qu'il y a du potentiel dans la sous-région et ce potentiel doit faire l'objet d'une étude particulière. Et comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a une petite idée derrière la tête du Bénin qui essaie de faire des propositions pour que nous puissions tous avancer. Deux petites curiosités, le temps de changer de sujet, même si relativement le temps est pratiquement parti. Quand on lit un peu les communiqués qui ont sanctionné un peu les rencontres entre Romuald Wada et les différents présidents qu'il a fréquentés, on a deux choses. Hein. La question donc des échanges bilatéraux. Mettons que Cotonou propose, je dois dire, des rapports économiques, des rapports culturels. Au Mali, même on a parlé de rapports culturels. Quels sont, je dois dire, les champs sur lesquels, ou les champs qui s'offrent aujourd'hui à cette collaboration-là entre le Bénin et les pays qui l'entourent? Tous les champs. Ah oui? Tous les champs. Du point de vue culturel? Oui, tous les champs sont ouverts. En fait, il n'y a aucune raison même de penser qu'il y a des obstacles qu'on ne puisse lever. Et si on ne peut pas considérer qu'il y a des obstacles qu'on ne puisse lever, ça veut dire qu'on peut explorer. Il y a des pays qui sont fortement islamisés, il y a des pays qui sont vaudous, originellement comme le nôtre, etc. C'est des petites barrières qui peuvent compter pour beaucoup dans les relations. Ça, c'est dans la tête des hommes, parce que le Bénin déjà est cosmopolite. Le Bénin est déjà, on va dire, un carrefour de plusieurs religions qui cohabitent de façon tout à fait pacifique. Donc ça veut dire que oui, même dans la sous-région, toutes les religions peuvent cohabiter de façon pacifique. Et si il y avait des exemples à mettre sous les yeux des gens, le Bénin est un parfait exemple de ce que l'intégration de toutes les religions, la cohabitation de toutes les religions est une réalité tout à fait concrète. Et voilà qui a invité ses homologues à venir faire un tour à Cotonou, chacun d'eux. Et chacun d'eux qui a allègrement accepté. Ah ben attendez. On a vu les militaires ne pas sortir très souvent de chez eux, de leur caserne. Et la spontanéité de leur acceptation, en tout cas, m'a laissé un petit sourire. Il faut dire qu'ils ne sont pas encore arrivés.
et qu'ils ont accepté peut-être pour le principe, parce que vous ne pouvez pas refuser une invitation. Oui. Donc oui, il faut attendre qu'ils viennent pour apprécier. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun obstacle particulier à ce que quelque président que ce soit de la sous-région puisse fouler le sol béninois et se sentir totalement chez lui. Et je pense que ce sont des gages que le président Wada a dû donner à chacun d'entre eux pour qu'ils décident. Si on avait besoin de les voir chez nous et de les inviter, on a nos grands rendez-vous au cours desquels ils auraient pu nous honorer ou on ne les a pas invités. Non, mais L'investiture, le 1er août. ça, c'était avant. Ah mais Souadaï aussi. Ah, ben attendez peut-être le 1er août prochain pour voir si ce sera pareil. Oui. Parce que vous savez, je le disais, sur cette émission, Patrice Talon, lui, il avait fait l'option de ne pas se faire visiter et de ne pas visiter non plus. Il n'a pas fait beaucoup de visites dans la sous-région, dans l'Afrique, mais il n'a pas reçu non plus beaucoup de dirigeants. Ouais. C'était un choix parce que lui, véritablement, considérait qu'il y avait mieux à faire, parce qu'il y avait quantité de choses à réformer, et que ça pouvait paralyser ou ralentir un peu les choses, parce que la visite d'un chef d'État est chronophage et coûteux. Et par conséquent... Mais ça n'a pas d'intérêt non plus. Hein? Non, mais cet intérêt est marqué aujourd'hui. Oui. Parce que l'économie béninoise se porte mieux, que la société se porte mieux, que le climat politique est plus paisible. Donc oui, aujourd'hui, par exemple, ça se prête justement à la réception d'un certain nombre de chefs d'État. Et c'est fort à propos que Roumain Waragné a invité ses pairs, et je pense qu'il n'y a aucune raison véritable à ce qu'ils ne puissent venir. Allez, on va changer de sujet. On a à peu près 4 à 5 minutes pour évoquer cette actualité à laquelle on ne peut pas échapper. C'est vrai que je ne vous sais pas très très footeux, pas amoureux du foot, mais on va quand même s'y essayer, même si on ne va pas parler du rectangle vert précisément et des acteurs. La Coupe du Monde qui démarre pour son édition 2026 aujourd'hui même, jeudi, avec un calendrier intéressant. Mais ce n'est pas les rencontres qui nous intéressent, c'est la polémique autour justement de l'organisation avec les États-Unis qui en font des leurs. Un arbitre refoulé alors qu'il a été reconnu meilleur arbitre 2025 sur le continent africain. Des délégations qui sont fouillées jusque, je ne veux pas évoquer le nom de cet objet auquel vous pensez, c'est tellement jusque pratiquement sur la peau, des visas refusés, la Ghanéenne qui avait mis beaucoup de ces millions de C10 et qui finalement a été recalée et qui pleurait dans cette vidéo-là. On a tellement de polémiques qu'on se demande aujourd'hui si véritablement les États-Unis, c'est vraiment le pays d'accueil qu'on connaissait avant, le pays qui s'offrait comme, je dois dire, le pays protecteur et défenseur du monde d'hier. Mais vous faites bien de préciser que c'était hier. Oui, mais Parce pourquoi est-ce que les choses la dynamique actuelle, actuelle force les États-Unis aussi à revoir un certain nombre de, quelle est la dynamique choses. Parce que, je vous le disais tantôt, chaque État se donne les moyens de se faire respecter comme il l'entend. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une majorité d'Américains qui désapprouvent ouvertement la politique de Donald Trump parce qu'elle correspond un peu à ce que souhaitent beaucoup d'Américains. Ah ouais? N'est-ce pas? Et cette politique se fait au détriment de ceux qui ne sont pas américains, mais pas au détriment des Américains. Parce que, au contraire, la machine a été renforcée à un tel point que il paraît qu'aujourd'hui, si vous touchez un Américain, quel que soit là où vous êtes caché dans le monde, on vous le fait payer. N'est-ce pas? Donc, les Américains sont tranquilles. Ce n'est pas eux qui ont un problème. C'est ceux qui viennent les visiter qui ont un problème. Et les États-Unis ont durci leur politique d'immigration à un tel point qu'une équipe comme l'équipe iranienne est obligée de rester hors du territoire et de venir seulement livrer match et de retourner. Et il y a des arbitres, comme vous le dites, des personnes tout à fait intègres, bien connues, qui sont refoulées. Pourquoi? Parce que certainement, il y a des documents administratifs qui ont posé des problèmes. Parce qu'ils ont fixé des normes. Ils ont porté la barre à un niveau où ils ne veulent plus qu'après le mondial, il y ait la moitié on va dire des visiteurs qui refusent de rentrer chez eux. N'est-ce pas? Puisque c'est ce qui arrivait.
Et on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise politique en soi. C'est juste que le reste du monde doit comprendre que les États-Unis n'ont plus besoin. Oui, mais si tout le monde doit faire ça, je parie qu'il y a beaucoup de citoyens américains de par le monde qui ne sont pas contraints à ces obligations de paperasserie et autres exigences diplomatiques qu'on soumet à nos pauvres compatriotes. C'est une question de rapport de force. Aussi simple que ça. C'est une question de rapport de force. N'est-ce pas? Aucun Américain n'est jugé à la CPI. Ce n'est écrit nulle part, on ne comprend pas, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas justifier, mais c'est comme ça. N'est-ce pas? C'est une question de rapport de force. Mais parallèlement, il faut quand même dire que les États-Unis ont mis beaucoup de moyens pour organiser cette Coupe du Monde. C'est peut-être l'une des Coupes du Monde, on va dire... Le Qatar qui a mis beaucoup, le Canada aussi, actuellement d'ailleurs, qui a mis beaucoup d'argent aussi et qui s'en plaît d'ailleurs. En tout cas, j'ai vu des stades à 5 milliards de dollars, j'ai vu des salons à 3 000, 4 000 dollars pour une soirée. C'est pas donné. Donc oui, il y a quelques petits problèmes d'immigration, mais dans l'ensemble, les États-Unis ont mis ce qu'il faut comme moyen pour organiser une Coupe du Monde à la hauteur de leur réputation. Sauf que ceux qui, derrière, avaient des projets pour aller rester aux États-Unis après la Coupe du Monde, devront revoir ces projets-là parce que, justement, les États-Unis prennent des mesures pour que ça n'arrive pas, d'une part. Et d'autre part, les États-Unis prennent des mesures pour que on ne fasse pas entrer n'importe quoi dans leur pays, parce que quand vous avez cette quantité de visiteurs que vous ne faites pas attention, après, il y a beaucoup de problèmes à régler. Et il vaut mieux en amont peut-être que nous trouvions qu'ils sont durs plutôt que de les voir après commencer par expulser les gens par centaines en donnant l'impression qu'ils sont inhumains. La Russie, en 2018, quand elle accueillait la Coupe du Monde, on s'était dit qu'on en avait vu. Le Qatar aussi a mis quelques exigences et on s'était dit que c'était assez extrême. Il faut vivre pour voir les États-Unis à l'œuvre, pour comprendre que chacun y va de sa politique. On attend de voir une deuxième édition de la Coupe du Monde sur le continent pour voir quelles mesures nous prendrons pour éviter que l'on nous envahisse et qu'on le reste sur notre territoire national. Le problème, c'est que nous avons plus besoin des autres que les autres n'ont besoin de nous. C'est pas eux tous qui viennent, qui sont utiles sur le continent. Je parlais de rapport de force tantôt, même si ils ne viennent pas pour quoi que ce soit d'autre que pour regarder, ils viennent avec des devises. Et nous en avons besoin, n'est-ce pas? Et ça, c'est déjà un élément important pour les laisser venir. Et donc voilà, c'est une question de rapport de force. Les Américains n'ont pas besoin des personnes en situation de difficulté pour venir envahir leur pays pendant la Coupe du Monde. Ils ont besoin de personnalités d'un certain rang qui soient en mesure de débourser de l'argent pour valoriser, pour en tout cas apporter un plus à l'économie américaine. Et la politique qu'ils ont déployée est tout à fait dans ce sens-là. Anissé Carlos Oké, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain.